En France, des professeurs de classe bilingue LSF français écrit ressentent un profond mal-être. Pourquoi? Et quelles sont leurs difficultés? Dans les années 80, les parents d'enfants sourds se sont battus pour la création de ces classes bilingues. Ils ont remis en question les pratiques des écoles oralistes. Ce qu'ils voulaient pour leurs enfants, c'était qu'ils bénéficient de l'enseignement de l'éducation nationale dans leur propre langue, la LSF. Ils plaçaient beaucoup d'espoir dans l'éducation bilingue. Or aujourd'hui, ces classes bilingues sont en danger et les professeurs sourds sont en première ligne. Ils sont prêts à briser le silence. C'est vrai que d'avoir le statut de professeur, c'est très, très difficile. Mais moi, je suis profondément passionnée par mon métier. J'adore travailler avec les enfants. Il y a 3-4 ans, on a été confrontés à une arrivée massive d'enfants. 16 en primaire et 12 pour moi en maternelle. En tout, 28 enfants. On devait gérer cet afflux en sachant qu'en plus, il y avait des niveaux très différents. C'était mission impossible. Avec ma collègue, on a signalé la situation à l'institution. C'était urgent, on ne pouvait pas rester comme ça. On nous a répondu qu'il fallait attendre 1 an avant d'embaucher un professeur de plus, que cela ne pouvait pas se faire maintenant. C'est ça la règle de l'éducation nationale. Ça a été le bazar, et les parents se sont retournés contre nous. Mais ils se trompaient de cible. Il aurait fallu pointer la situation. Pas les professeurs. Nous, on n'y pouvait rien. On n'avait aucun pouvoir. Le métier de professeur, j'en rêve depuis que je suis toute petite. Déjà à l'époque, je faisais la classe à mes poupées. Je les alignais, je leur faisais cours. J'avais créé des cahiers, on faisait des exercices. Et ça m'est resté. J'ai toujours eu cette envie. Quand un professeur me demandait ce que je voulais faire plus tard comme métier, je répondais sans hésitation. Professeur, comme toi.
Le problème, c'est que l'éducation nationale a refusé de m'embaucher. Donc j'étais dans l'impasse, alors que j'ai le diplôme, l'équivalent Bac+5, et que je remplis toutes les conditions. Ils auraient pu me faire un contrat, mais ils ont refusé. Ils n'ont pas voulu. À ce moment-là, l'Institut Kervéza a proposé de m'embaucher. Et je me suis retrouvée à travailler dans le médico-social. À devoir travailler avec plein d'autres professionnels, puisque l'équipe est pluridisciplinaire. Il y a un orthophoniste, un psychologue, un psychomotricien, une assistante sociale. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Au début, ça m'a déroutée. Avant, historiquement, ça a commencé dans les établissements du secteur médico-social. Il y avait un certain nombre d'enseignants sourds qui enseignaient des disciplines ou la langue des signes. Depuis qu'il y a une prise en compte des besoins spécifiques des élèves sourds et notamment de la langue des signes dans l'éducation nationale, on a un certain nombre d'enseignants sourds qui ont le statut d'enseignant ou pas dans les écoles ordinaires. Et cette situation est à la fois très porteuse et en même temps comporte des points de vulnérabilité parce que c'est tout un environnement qu'il faut faire évoluer, adapter à cette nouveauté, la présence de professionnels sourds dans l'école ordinaire. Ici, dans une classe bilingue, comment ça fonctionne? On travaille dans 2 langues clairement distinctes. La première, c'est la LSF. La deuxième, c'est le français. Les enfants doivent commencer par acquérir la langue des signes, pour ensuite aller vers le français. Et ça prend du temps. Car ce qu'on demande à l'enfant, c'est d'abord d'acquérir le sens de ce qui est dit dans une langue, et chaque fois, on lui donne l'équivalent dans la seconde langue. C'est un véritable travail de traduction qu'on mène avec les enfants. On passe constamment d'une langue à l'autre pour faire le lien entre les deux. Pour acquérir tout ça, c'est long. J'ai une question concernant mon statut par rapport à l'éducation nationale. Ils ne m'ont pas embauchée et du coup j'ai une équivalence au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds, le CAPEJ. Est-ce que ça peut évoluer? C'est vrai que ta situation n'est pas très claire. Tu as suivi la formation IUFM à Toulouse, tu as eu le diplôme, mais l'éducation nationale ne te reconnaît pas parce que tu n'as pas passé le concours. Pas encore. Or, actuellement, tu occupes bien un poste de professeur des écoles. Tu enseignes à des élèves sourds dans une classe bilingue, mais c'est Kervéza qui te paie. Donc un institut spécialisé. Et côté éducation nationale, tu n'es pas encore reconnue comme enseignante. Du coup, je suis perdue, je sais pas où j'en suis et je sais pas ce qui m'attend. C'est vrai que, peut-être que ton rêve de départ, l'image que tu te faisais d'un professeur, eh bien, c'était celle du professeur de l'éducation nationale. Enfin, peut-être, je n'en sais rien. Mais malgré tout, je trouve que c'est une belle réussite. On est face à 2 ministères de tutelle. La santé, qui gère le CAPEJ, et de l'autre côté, l'éducation nationale. Et entre les deux, les relations sont toujours compliquées, c'est vrai. Bah oui, c'est ça.
Je m'adapte à l'enfant. Je m'adapte vraiment à lui. Si je commence tout de suite à énoncer des grandes phrases en français, l'enfant sourd va être noyé. Et je ne veux surtout pas qu'il en vienne à détester la langue française. Ça, je ne veux surtout pas. Ce que je veux, c'est partir de mots simples, qu'ils acquièrent une base solide. Et à partir de là, on construit petit à petit. Puis on en arrive aux règles de grammaire très précises, très compliquées du français. Il y en a plein. Je n'ai pas envie de leur balancer les règles comme ça tout de suite. Sinon, les acquis ne seraient pas solides. Quand j'aborde une notion, on la répète, on la revoit jusqu'à ce qu'elle soit maîtrisée. Alors seulement, on peut passer à la suite. C'est comme ça que je travaille, pas à pas, au rythme de l'enfant. C'est vrai que Kelly travaille énormément. En plus, elle fait beaucoup de montage vidéo. Par exemple, pour la lecture, elle prend un texte, elle en fait une version en langue des signes et elle l'enregistre. Il faut qu'elle prépare tout ça avant. C'est énorme comme travail. Quand on fait les devoirs, la difficulté, c'est de comprendre l'énoncé. Je signe mot à mot, mais je ne suis pas certaine du sens. Mais Lucas, lui, peut me donner l'énoncé en langue des signes. Il l'a bien compris. Mais comment ? Car Kelly leur a donné une clé USB où elle a tout traduit en langue des signes. Vraiment, elle fait un énorme travail. Ah, voilà. Pour ce qui est des supports pédagogiques, par exemple, la séquence des dinosaures, c'est un outil qui m'a demandé un temps de préparation énorme. Il m'a fallu 2 jours entiers pour préparer une séquence de 7 minutes. 2 jours. Ce qui est propre aux classes bilingues, à cette filière, c'est qu'on est toujours confronté à plusieurs niveaux dans une même classe, que ce soit en maternelle ou en primaire. Et parfois, on gère les deux. C'est le grand écart. Ça multiplie d'autant les fiches à préparer et le temps qu'on y passe. J'ajoute des images, de la langue des signes. Il faut que je trouve le bon contenu. J'ajoute aussi du dessin quand j'ai pas le bon outil pédagogique. Et heureusement, dessiner fait partie de mes compétences personnelles. Il m'arrive même de chercher des ouvrages que je paye parfois de ma poche en complément. Je t'appelle parce que j'ai besoin de discuter. Je me sens vraiment isolée. Je suis la seule enseignante sourde à l'école, alors j'ai besoin d'échanger avec des confrères sourds. On est tous éparpillés. Je suis toute seule à Rennes. On vit exactement la même chose. Je
travaille dans une école de la République, je veux dire de l'éducation nationale, seule sourde au milieu des autres. Et pour moi, c'est souvent violent. Il ne s'agit pas d'une violence physique, mais d'une violence psychologique. Parce que dans l'équipe, quand ils se retrouvent, ils parlent entre eux. Et moi, je suis là, comme invisible. Ils ont pris l'habitude depuis tout ce temps. Ça fait 20 ans que je suis dans la même école. Non, 15. Ils ont l'habitude que Véronique fasse l'effort de parler, de communiquer, de s'adapter. Mais ils me tiennent à l'écart. Et pour moi, au quotidien, c'est violent. Et puis avec l'âge, franchement, j'en peux plus. C'est comme si on était abandonnés. On est toutes seules dans notre coin, on bricole, on fait des hypothèses, on essaye d'adapter les outils, mais on n'a aucun recul, aucun groupe de supervision pour améliorer nos pratiques. Il n'y en a pas. Donc je ne sais pas si ce que je fais est bien ou pas. Alors je fais appel à des collègues pour avoir des informations. Toi, par exemple, tu as de l'expérience. Je sais que je peux avoir confiance en tes conseils. Les anciennes générations vont partir, comme toi. Et tout ce savoir-faire va disparaître. Et nous, les nouvelles générations, on fera comment pour récupérer tout ça? Qui va nous transmettre ce savoir? Pour moi, c'est vraiment difficile. C'est dommage. Je sens que je ne suis pas prête de me reposer à la retraite. La situation est loin d'être réglée. Il y a tellement à faire encore et encore. Pour certains parents, quand ils mettent leur enfant en classe bilingue, tout doit être parfait. Ils sont très exigeants. Ils attendent que leur enfant ait un très bon niveau en français, un très bon niveau en tout. Mais ce n'est pas ce que prévoit le programme. En cycle 1, on fait l'apprentissage du vivre ensemble. En cycle 2, on commence à comprendre ce qu'est l'école. En cycle 3, on entre dans l'apprentissage des différentes matières. Et en cycle 4, c'est le collège. Là, au collège, on approfondit les matières. On commence à penser aux options. Et le cycle 5, c'est le lycée, avec ses différentes filières. C'est ça qui est prévu par le programme de l'éducation nationale. Et moi, je l'applique. Je le reprends en apportant des modifications pour pouvoir le mettre en pratique. Mais le problème, c'est que les parents veulent que tout soit acquis immédiatement. Immédiatement, ce n'est pas possible. Il faut du temps. Du coup, avec ces parents-là, les relations deviennent conflictuelles. On a reçu beaucoup de témoignages et de procès-verbaux. Il y en a de plus en plus. Ça a provoqué une prise de conscience. Et c'est pour ça qu'on a décidé de travailler sur le sujet et de créer un questionnaire. Les enseignants comme vous nous font part de plus en plus de problèmes. Donc j'aimerais qu'on voit ensemble s'il y a des modifications ou des ajouts à apporter à ce questionnaire. On a déjà commencé à l'envoyer, à échanger avec quelques enseignants. Il y a quelques changements à apporter, mais dans l'ensemble, c'est déjà une bonne base. Quand on voit toutes ces heures passées à travailler, à préparer, et qu'on se retrouve devant des parents qui nous critiquent, ou qui sont très inquiets, ou qui nous attaquent, ça peut vraiment conduire à tout laisser tomber, ou à devenir dépressif. On en est là. J'ai rencontré un collègue qui a dû porter plainte. Il a fait établir un procès verbal. Des parents n'avaient aucune confiance en lui. Il y en a un autre qui est en longue maladie. Il ne travaille plus. Et tout ça, c'est la conséquence de l'attitude de parents qui insultent, qui sont violents physiquement, moralement, qui harcèlent, et j'en passe. C'est trop. Ce ne sont pas des cas isolés. Il y en a plein d'autres comme ça. Toutes ces critiques, ces jugements, je me demande d'où ça vient. Est-ce que c'est leur histoire qui est trop lourde? Ou est-ce qu'ils cherchent une réparation à ce qu'ils ont vécu? Ou est-ce que leur scolarité a été désastreuse?
Ou bien ils ont le sentiment qu'en mettant leur enfant en classe bilingue, tout va être parfait. Alors, dès qu'il y a un grain de sable dans les rouages, ils accusent tout de suite le prof. Ou alors, je ne sais pas. Là, on touche à un tabou chez les enseignants. Ils n'osent rien dire. Et pourtant, c'est une réalité. Ils n'osent pas. C'est l'effet minorité de la communauté sourde. Donc nous, il faut qu'on essaye, dans la formulation de ce questionnaire, de protéger les enseignants. Alors je pense que certaines incivilités, on va dire, de la part de parents, voire agressions en règle, sont liées sans doute à l'attente qu'ils ont eue et peut-être à leur propre souffrance pour certains d'entre eux, qui se déversent ensuite sur l'enseignant sourd ou des fois entendant d'ailleurs, qui s'occupe de leur enfant. Alors c'est complètement inadmissible, même si on peut le comprendre. On peut comprendre que, ayant une telle attente du fait de frustration antérieure, on soit un petit peu énervé, mais c'est pas admissible. Alors ce qui va changer dans la situation avec l'enseignant sourd, c'est que peut-être l'institution a des progrès à faire pour être une médiation entre l'enseignant et la famille, et pour soutenir son enseignant. Ce qui peut-être est moins le cas, puisque dès qu'un parent sourd vient dans l'école pour communiquer avec le directeur, qui peut faire un peu le relais, ou pour communiquer avec l'institution, se posent à nouveau des problèmes de communication. Donc ça aussi, c'est un point qu'il faut traiter. Comment faire en sorte que tout ne converge pas sur l'enseignant sourd qui va devoir régler tout, puisque c'est pour certaines fois le seul à pouvoir communiquer avec les parents sourds. J'ai appris que ça devenait difficile dans ta classe bilingue, les effectifs baissent. C'est quoi le problème exactement? Pourtant, je travaille. C'est vrai que c'est délicat, la question des parents. J'essaie de les informer autant que je peux. Tu as pu le voir, tu es déjà venu, on a fait ça ensemble. Je fais de la sensibilisation auprès d'eux, dans des réunions, le soir. Et le résultat? Je comprends pas. Les effectifs baissent quand même. C'est décourageant. Après tous ces efforts, cette dépense d'énergie... Pourquoi? Pour quelle raison? Je te donne un exemple parmi tant d'autres. Un jour, j'apprends que des parents décident d'enlever leur enfant de l'école fin juin, en fin d'année scolaire. Donc je les convoque pour savoir pourquoi, sachant qu'en plus, ils ne me l'ont pas dit en face. Je l'ai appris indirectement. Ça aurait été plus sympa de l'apprendre en direct. Je leur demande pour quel motif ils retirent leur enfant. Réponse: parce que ses acquis en français sont trop faibles, il a un très mauvais niveau. Je leur demande: c'est quoi un mauvais niveau pour vous? Ils me répondent: là-bas, à l'école spécialisée, ils nous ont dit qu'il avait un mauvais niveau. Il ne sait pas écrire fourchette ou verre. Je leur ai dit: mais c'est normal, je ne leur ai pas appris à écrire les mots verre ou fourchette. Pourquoi je l'aurais fait? Si vous voulez lui apprendre, allez-y, tant mieux. Mais ce n'est pas au programme. Et je leur ai expliqué que si on abordait le thème de la cantine, le plateau, on aurait appris les mots couteau, fourchette, verre, assiette. Il y a une progression dans le programme. On peut leur apprendre plein de choses, mais pas tout en même temps. Souvent, ce que la majorité des personnes oublient, c'est que pour les entendants, la première langue, c'est le français. Alors que pour certains enfants sourds, la première langue, c'est la langue des signes. Donc ça veut dire que le français est appris après. C'est ça. Ils ne sont pas sur le même rythme, il y a un décalage. On ne peut pas mettre sur le même plan le programme pour les sourds et celui pour les entendants. Ça ne peut pas être le même. Il faut un programme dédié aux sourds, avec un apprentissage du français langue seconde, et un autre programme pour les entendants. Ou les enfants malentendants, dont le français est la langue première, 2 programmes différents donc. Souvent les parents se trompent, ils pensent que c'est pareil, ils se calent sur la norme entendante. Mais ça ne marche pas comme ça. Et si les effectifs continuent à diminuer, qu'est-ce que tu vas faire? Avant, je me projetais. J'essayais d'avoir une vision de l'avenir. Mais maintenant, c'est terminé. Je vis au jour le jour, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'élèves. Et après, j'irai où? À mon avis, il faut vraiment continuer, il faut tenir. Les nouvelles générations vont avoir besoin du bilinguisme. Il ne faut pas lâcher, pendant longtemps, on n'a rien eu. Là, on fait un premier pas, ça ne peut pas s'écrouler tout de suite. C'est important de résister. Les inspecteurs, les directeurs voient bien qu'il y a des obstacles, des difficultés. À mon avis, on peut réfléchir tous ensemble et trouver des solutions. Mais pour ton statut... T'inquiète pas, t'es titulaire. Ce qu'il faut, c'est consolider le dispositif. C'est indispensable pour l'avenir.